Un mois après l'officialisation de son retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la Confédération de l'AES ne ferme pas pour autant la porte à l'organisation sous-régionale. Lors d'une réunion tenue les 22 et 23 février à Bamako, les ministres de l'AES, à l'issue des travaux, ont validé une approche commune pour des négociations avec la CEDEAO visant à préserver les intérêts des populations de l'AES tout en maintenant les relations fraternelles avec les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif est d'entamer des échanges dans un esprit constructif, conformément à la vision panafricaniste impulsée par les trois chefs d'État. L'essentiel à retenir de cette réunion à suivre dans un instant. Palais de Koulouba, ce 22 février 2025, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, reçoit son homologue tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, au cœur du tête-à-tête, les grandes questions qui touchent l'avenir de leurs pays respectifs, notamment la quête d'une vraie souveraineté, la lutte contre le néocolonialisme, le développement de véritables capacités endogènes dans des domaines stratégiques et des défis sécuritaires. Que vous inspire la convergence de points de vue sur ces questions enregistrées du côté de Ouagadougou? Que faut-il attendre de la création de la commission mixte de coopération Ouagadougou-Djamena? Peut-on l'élargir de façon générale à l'Alliance des États du Sahel? Nous en parlons également ce soir. Mesdames, messieurs, voilà qui plante officiellement le décor de cette première production la semaine de votre émission Le Point sur l'actualité, édition du 24 février 2025. Bonsoir à vous. Que se cache-t-il derrière la visite officielle effectuée du côté de Ouagadougou par le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, officiellement arrivé du côté de Ouagadougou pour la cérémonie d'ouverture du FESPACO, reçu également par la même occasion par son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Des questions bilatérales ont été largement évoquées, mais peut-on élargir justement ce cadre de coopération à l'Alliance des États du Sahel de façon générale? Nous aurons l'occasion d'en savoir un peu plus dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité, et puis nous reviendrons sur la tenue ce week-end du côté de Bamako au Mali d'une réunion ministérielle ayant réunis bien sûr les ministres maliens, burkinabés ou encore nigériens. Le communiqué final a rendu public à l'issue des travaux met en évidence plusieurs points à relever justement. On parle de plus d'une dizaine de points clés revenant justement sur l'essentiel à retenir de ces travaux, mais surtout sur ces négociations qui seront très prochainement entamées par l'AES auprès de la CEDEAO. L'objectif ici étant bien sûr de faciliter les interactions entre les peuples de l'AES et leurs frères des autres pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous l'aurez donc compris, les passerelles de dialogue et d'échange restent ouvertes. Pour quelle pertinence, pour quelle nécessité? Nous tenterons bien sûr de cerner les contours de cette thématique dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité, aux côtés de deux invités. Abakar Adimi Youssouf est avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes citoyen tchadien, vous êtes par ailleurs sociologue. C'est votre deuxième participation, ou du moins votre deuxième émission à nos côtés sur les antennes For You Media Africa. Merci. Bonsoir à vous, Youssouf Abakar Adimi. Bonsoir, M. Nguene. Bonsoir à notre copanéliste. Et c'est toujours un plaisir de revenir ici et débattre sur des questions qui nous concernent d'une manière générale pour les Africains en général. Et merci bien également. Avec vous, nous reviendrons largement sur cette visite du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno du côté de Ouagadougou. On le rappelait d'entrée, il a été reçu par le capitaine Ibrahim Traoré. Le grand format de ce déplacement à retrouver justement dans quelques instants seulement sur les antennes For You Media Africa. Aux côtés du doyen, patient parfait d'homme, le consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité est avec nous. Bonsoir doyen. Bonsoir Baudelaire Nguene, le prince de Matombe. Bonsoir à mon jeune frère Abakar. Je vais finir par m'y habituer. C'est la première fois que nous partageons ce plateau. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi
d'avoir des jeunes Africains qui ont décidé de reprendre le flambeau de ce combat pour continuer, n'est-ce pas, de poursuivre, n'est-ce pas, cette lutte acharnée que nous menons pour la reconquête de notre souveraineté. À nos techniciens, à nos nombreux téléspectateurs et téléauditeurs, à toute la grande galaxie panafricaine, bonsoir. Et merci pour cette invitation. Un communiqué de 3 pages avec 14 points clés. Voilà, résumé en quelques mots, la rencontre ministérielle tenue les 22 et 23 février du côté de Bamako, au Mali. Nous avons ressorti un aspect, je pense que nous aurons l'occasion de revenir beaucoup plus en détail sur tout ce qui est relevé dans ce communiqué. On parle pratiquement d'une vingtaine de points. C'est vrai que je me suis un peu trompé, mais oui, effectivement, on parle d'une vingtaine de points, puisque le communiqué en lui-même s'étale sur 3 pages, revenant justement sur les points 16 et 17, qui ouvrent donc officiellement le dialogue avec la CEDEAO suite aux échanges de correspondance avec le président de la Commission. Les ministres ont affiné et validé leur approche commune afin de préserver en toutes circonstances l'intérêt supérieur des populations de l'AES et des autres populations de la sous-région liées justement par des relations séculaires de fraternité qui transcendent les aléas politiques. Prenons cet élément de la réalisation centrale de For You. 14 points clés évoqués dans le communiqué final publié à l'issue de la réunion des ministres de l'AES tenue les 22 et 23 février 2025. Le document de 3 pages transmis à la rédaction de For You Media Africa met en évidence les prochaines étapes du dialogue avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les ministres de l'AES valident une approche commune pour des négociations visant à préserver les intérêts des populations de l'AES tout en maintenant des relations fraternelles avec les autres États de l'Afrique de l'Ouest. Concernant le processus de dialogue avec la CEDEAO, suite aux échanges de correspondance avec le président de la Commission, les ministres ont affiché et validé leur approche commune afin de préserver en toutes circonstances l'intérêt supérieur des populations de l'AES et des autres populations de la sous-région, liées par des relations séculaires de fraternité qui transcendent les aléas politiques. À cet effet, les ministres ont rappelé leur engagement à entamer les prochains échanges avec la CEDEAO dans l'esprit constructif qui a toujours caractérisé leur volonté d'une intégration renforcée entre les États, mais aussi et surtout entre les peuples, conformément à la vision panafricaniste qui anime les 3 chefs d'État. Au regard de cette résolution, la rencontre ministérielle de Bamako confirme ainsi la détermination de l'AES, un mois après son retrait définitif de la CEDEAO, de maintenir ouvertes toutes les passerelles de dialogue afin d'éviter une rupture radicale et favoriser l'intégration régionale. Sur le plan sécuritaire, les ministres de l'AES ont salué les progrès accomplis par les forces de défense et de sécurité des 3 pays dans la lutte contre le terrorisme. Sur le plan diplomatique, les ministres saluent la constance des consultations politiques de haut niveau pour porter d'une même voix la vision et les intérêts des peuples de l'espace du Liptako-Gourma. Justement sur tout ce qui a été évoqué, prenons ce communiqué rendu public à l'issue justement des travaux de Bamako des 22 et 23 février 2025, communiqué de presse dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence de la Confédération des États du Sahel, une réunion ministérielle regroupant les piliers défense et sécurité, diplomatie et développement de la Confédération AES s'est tenue à Bamako les 22 et 23 février 2025. La délégation du Burkina Faso était composée du général de brigade Célestin Simpori, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, chef de la délégation, de Émile Zerbo, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale de la mobilité, de son Excellence M. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, et de M. Adama Luc Sorgo, ministre des Infrastructures et du désenclavement, de Yacouba Zabré Gouba, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, de Mme Fatoumata Bako Traoré, ministre délégué chargé du budget, et de M. Ousmane Ouattara, secrétaire général
du gouvernement et du conseil des ministres. La délégation nigérienne était composée du général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, chef de la délégation de son Excellence M. Bakari Yao Sangare, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, du professeur Amadou Aoua, ministre de l'Énergie, et de M. Mounoumi Boubacar Saïdou, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances. La délégation du Mali comprenait son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chef de la délégation, du général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, du général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Madame Dembélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures, M. Alouseini Sanou, ministre de l'Économie et des Finances, de M. Moussa Akhtarer, ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine, de M. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce, de M. Alamadou Ilaine, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration et du professeur Diawara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. On prend rapidement bien sûr la deuxième page. Au point 5, on parle des ministres étaient assistés d'experts de différents départements ministériels concernés des trois pays. La réunion ministérielle avait pour objectif de poursuivre le cadre de concertation entre les trois pays et d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre de la Confédération AES. Point 7, la cérémonie d'ouverture était présidée par le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Point 8, elle a été marquée par les interventions du général de brigade Célestin Simporé, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants et chef de la délégation du Burkina Faso, du général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire et chef de la délégation de la République du Niger, et par le discours d'ouverture du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ils ont tour à tour salué les avancées remarquables enregistrées par la Confédération des États du Sahel depuis sa création à Niamey le 6 juillet 2024. Point 9, sur des questions de paix et de sécurité, les ministres se sont félicités des succès engagés sur le terrain par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le cadre de leur lutte commune contre le terrorisme sous toutes ses formes. Ils ont exprimé leur appréciation positive de la coordination entre les forces des trois pays, notamment dans le cadre de la force unifiée récemment mise en place. Ils ont saisi cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles comme militaires de la crise au Sahel. Point 10. Ils ont en outre apprécié la constance des consultations politiques de haut niveau et de coordination diplomatique entre les trois États afin de porter d'une seule voix la vision et les intérêts de la Confédération AES. Les chefs de délégation ont eu une convergence de vues sur la pertinence des mesures prises pour renforcer les bases des économies des pays de la Confédération et parvenir au développement de l'espace AES pour le bien-être des populations de la Confédération des États du Sahel. Point 11, la cérémonie d'ouverture s'est achevée par la présentation du drapeau de la Confédération AES. Point 12, la réunion ministérielle présidée par son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Mali, a accordé une attention particulière aux récentes évolutions intervenus dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest. Point 13, les ministres ont examiné le contexte de l'entame prochaine des discussions de la Confédération AES avec la CEDEAO après le retrait irréversible et avec effet immédiat le 28 janvier 2024 du Burkina Faso, du Mali
et du Niger. À cet effet, ils ont réaffirmé l'attachement de leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le président, entre autres, bien sûr, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, a renforcé l'intégration sous-régionale entre les populations de l'espace AES et celles de l'espace CEDEAO liées par des relations séculaires et naturelles de fraternité, d'amitié et de complémentarité malgré les incompréhensions politiques. Point 15, ils ont souligné leur attachement aux valeurs de fraternité, de solidarité, d'amitié et de coopération, particulièrement avec les autres États de l'Afrique de l'Ouest, attachement matériel par les mesures prises au fin de faciliter la libre circulation des ressortissants des États membres de la CEDEAO au sein de l'espace AES. Point 16, concernant le processus de dialogue avec la CEDEAO, suite aux échanges de correspondance avec le président de la Commission, les ministres ont affiné et validé leur approche commune afin de préserver en toutes circonstances l'intérêt supérieur des populations de l'AES et des autres populations de la sous-région liées par des relations séculaires de fraternité qui transcendent les aléas politiques. En effet, les ministres ont rappelé leur engagement à entamer les prochains échanges avec la CEDEAO dans l'esprit constructif qui a toujours caractérisé leur volonté d'une intégration renforcée avec les États, mais aussi et surtout entre les peuples conformément à la vision panafricaniste qui anime les trois chefs d'État. Point 18, les travaux ont été sanctionnés par l'adoption de documents de travail relatifs aux prochaines discussions avec la CEDEAO. Point 19, les ministres ont adressé leurs chaleureuses félicitations au peuple et aux autorités du Niger pour la réussite des assises nationales tenues à Niamey du 15 au 19 février dernier, qui marquent leur engagement souverain pour la paix, la sécurité et le développement de la République du Niger. Enfin, point 20, les ministres ont adressé une motion spéciale de remerciement à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président en exercice de la Confédération des États du Sahel pour son leadership et son engagement aux côtés de ses homologues du Burkina Faso et de la République du Niger à préserver les intérêts des peuples de la Confédération des États du Sahel, fait à Bamako le 23 février 2025. Voilà donc résumé le communiqué final parvenu à la rédaction de For You Media Africa. Le premier constat qui revient avec insistance, c'est qu'on a beaucoup parlé des questions liées à la sécurité et à la paix au sein de l'espace du Liptako-Gourmand. On a parlé des questions diplomatiques, mais surtout on maintient ouvertes notamment des passerelles de négociation ou encore de dialogue avec la CEDEAO. Quelle lecture faites-vous d'entrée Abakar Youssouf Adimi justement de ce point précis qui concerne l'ouverture d'un dialogue avec la CEDEAO, ceci dans le but de préserver justement les intérêts aussi bien des peuples de la Confédération de l'AES, mais surtout des peuples aujourd'hui qui forment, ou du moins qui sont restés membres de la CEDEAO. Oui, avant tout, je me réjouis de cette décision que les présidents de l'AES ont pris. Avant tout, c'est une bonne chose. Vous savez, toujours entre nous les Africains, il faut le dialogue. Oui. Et comme vous venez de dire, la population malienne, burkinabé, nigérienne, d'autres de l'Afrique de l'Ouest, ils ont des liens qui les lient. Et aujourd'hui, si l'AES décide de se lancer dans le dialogue, c'est une bonne chose pour nous les Africains, surtout les panafricanistes. Nous savons tous qu'au début, c'était difficile. Mais avec le temps, les choses sont en train de se mettre en place et c'est une bonne chose. Et aussi, il y a aussi un changement qui est marquant. Il faut aussi mettre sur le point qu'il y a des élections au Ghana. Le nouveau président John Mahama, c'est un président qui est ouvert au dialogue. Avant, c'était difficile avec Nana Akufo-Addo. Et aussi, le président togolais, Faure Gnassingbé, il est aussi ouvert avec l'AES. C'est une très bonne nouvelle. Et je suis sûr
que les dirigeants des CEDEAO vont accepter de dialoguer avec leurs frères. Parce que quand on parle de l'AES ou bien CEDEAO, c'est deux peuples frères, amis, qui ont des liens qui les lient depuis des centaines d'années. Et je suis sûr qu'ils vont trouver des issues et ils vont s'entendre aujourd'hui. Nous, ici en Afrique centrale aussi, on s'entend avec nos frères et nos sœurs de l'Afrique de l'Ouest, de l'AES. Pourquoi pas eux? Parce qu'il y a des liens, comme je venais de dire, il y a des liens historiques qui les lient et ils sont même obligés, bien forcés même de se rapprocher et de s'entendre, trouver des points d'entente. Quand il y a le dialogue, il y aura toujours de bonnes nouvelles. Merci à vous. Alors, est-ce la preuve supplémentaire, s'il en fallait, patient parfum d'homme, qu'aujourd'hui, au niveau de l'AES, les dirigeants semblent avoir... les dirigeants ont transcendé, on va le dire ainsi, tous les aléas politiques, toutes les divergences politiques, et ce pour l'intérêt supérieur des peuples, prioritairement. Quand nous avons un communiqué comme celui-là signé à l'issue d'une réunion ministérielle ayant réuni, bien sûr, les ministres des 3 pays concernés. Il faut d'abord faire remarquer que ce débat a eu lieu sur vos plateaux aussi pendant très longtemps, entre ceux des panafricains qui estimaient qu'à partir du moment où l'AES est parti, il fallait couper tous les ponts avec la CEDEAO, qu'il n'était plus question de continuer d'entretenir une quelconque relation, même à la humaine, avec le restant de la CEDEAO et d'autres. Donc moi principalement qui estimais qu'il faut toujours maintenir ces passerelles parce que au-delà des évolutions à la fois politiques et géopolitiques, il y a quand même le fait que c'est des peuples qui ont appris à vivre ensemble depuis très longtemps, de manière séculaire pratiquement. Donc il faut, de toute façon, on fait la politique pour les peuples et non autre chose. Donc on ne fait pas la politique pour quelque chose qui ne soit pas dans la promotion, n'est-ce pas, de la qualité de vie des peuples. Or, ces peuples-là, elles nous ont déjà dit depuis très longtemps qu'elles aspirent à vivre ensemble, elles aspirent à commercer ensemble, elles aspirent à échanger sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique, etc. Elles aspirent aussi à sortir ensemble, à se tenir la main, se donner la main pour sortir ensemble de cette cage de fer dans laquelle nous sommes englués depuis très très longtemps. Donc, je ne peux qu'être heureux de constater que les dirigeants de l'AES sont allés dans notre sens et n'ont pas écouté ces sirènes qui étaient pour la rupture radicale avec... Mais comment on concilie justement ces sirènes en question? Vous avez d'un côté justement ces sirènes qui prônaient cette rupture radicale, de l'autre la position très avisée que vous avez toujours affichée sur le plateau Patient Parfum d'Homme, estimant qu'en dépit justement de ce retrait irréversible et immédiat de l'AES, il fallait tout de même maintenir ces passerelles ouvertes. On fait quoi pour concilier les deux points de vue? Partant du fait qu'au niveau de la CEDEAO, rien n'a été pratiquement fait pour corriger tout ce qu'on reproche justement à cette organisation. On la qualifie d'être à la solde justement des puissances impérialistes, d'être financée par des puissances occidentales, avec des dirigeants soumis pratiquement à la solde du néocolonialisme Patient Parfum d'Homme. Rien n'a évolué à ce niveau. Par contre, l'AES, elle est sur une dynamique contraire à la CEDEAO. Non, il ne faut pas non plus être excessif. Quand vous dites que rien n'a évolué de côté de la CEDEAO, ce n'est pas totalement vrai. Tout à l'heure, notre frère Mohamed nous rappelait quand même que, prenons seulement le cas de Ghana, il y a eu quand même une évolution au niveau de la tête de l'hégémon qui dirige le Ghana. Ce n'est plus Nana Akufo. Peut-être pas évoluer dans le sens de changer la vision de l'AES, de la CEDEAO vis-à-vis de l'AES. Cette chose, ça compte. Mais n'oubliez pas que même la CEDEAO, lors de son dernier sommet, a quand même sorti une déclaration dans laquelle elle dit qu'elle va continuer à avoir des relations conviviales avec l'AES pour maintenir justement cette
Ce n'était pas du politiquement correct, patient parfum d'homme. Ce sont des jugements a priori. Une rhétorique diplomatique, parce qu'on ne veut pas froisser certains, patient parfum d'homme. Ce sont des jugements a priori que vous tenez sur le plateau qui n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain nous commande à être obligés de mettre de l'eau dans notre vin. Si vous prenez par exemple, regardez ce qui se passe sur le plan international. Moi j'aime souvent commencer par le big picture. Qui l'eût cru qu'un jour, dans un pays qu'on appelle l'Arabie Saoudite, pas n'importe lequel, les deux grandes puissances du monde qui se regardaient encore hier en chair de faïence soient obligés de s'asseoir pour se dire au fait, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous pouvons faire, etc. etc. C'est ça le pragmatisme et la réelle politique. Il ne faut jamais désespérer de l'homme. Il faut toujours vous mettre en tête que les réalités et les dynamiques nouvelles vont contraindre même les faucons les plus radicaux à un moment donné de se rendre compte que si on n'assouplit pas un tant soit peu notre position par rapport à ce que nous avons subi hier, on risque d'être dans l'impasse. Et je ne pense pas que les dirigeants de l'AES ont intérêt à s'enfermer, à s'auto-barricader dans leur espace en excluant complètement toutes les formes de dialogue avec ce qui reste de la CEDEAO. Ça sera même, à mon sens, du point de vue opérationnel, quelque chose qui peut même amener, qui sait, la CEDEAO restante à évoluer dans sa position de manière profonde. Moi, je suis... Vous y croyez, patient parfum d'homme, quand vous le dites? Je crois. Vous voyez cette CEDEAO muter, éventuellement, le fait de collaborer de cette façon avec l'AES? Pas seulement. À évoluer, comme vous le dites. Il y a des lignes de force qu'il faut analyser. Quand vous les analysez sérieusement, vous vous rendez compte quand même que même au niveau de la CEDEAO, il y a des évolutions. Je prends par exemple les relations avec la Russie. Nous tous, on a l'habitude de dire, oh, la CEDEAO, c'est le machin de l'Occident. Mais regardez les relations que les différents pays de la CEDEAO, même les plus insoupçonnés, du Nigeria au Ghana, en passant par le Sénégal, entretiennent aujourd'hui avec la Russie dans presque tous les domaines. Sur le domaine militaire, sur le domaine économique, sur le domaine de la recherche, sur le domaine scientifique, sur le domaine de l'éducation, pratiquement et agricole, dans tous les domaines, chaque pays de la CEDEAO tente d'avoir un accord avec la Russie et avec d'autres pays d'ailleurs, mais surtout avec la Russie dans ce domaine. La conclusion qu'on peut tirer, elle n'est pas du tout définitive, c'est que de ce côté-là, il y a quand même eu un réveil, qui a peut-être un sursaut brutal, du fait que, attention, le monde est en train d'évoluer, il est en train de prendre une direction. Nous avons l'obligation de nous arrimer à ce courant, sinon nous sommes totalement perdus. Donc je crois qu'il ne faut, j'insiste là-dessus, jamais désespérer l'homme, surtout ne donnez pas l'impression que tout le travail de titan que vous abattez au quotidien sur votre plateau ne porte pas de fruits et que ce travail-là est totalement à fond dans les oreilles des décideurs des différents pays africains. Non, je crois que tout le monde voit bien la nécessité aujourd'hui de créer des dynamiques qui vont plus tard, même si ce n'est pas dans l'immédiateté, créer justement des cercles vertueux permettant à l'Afrique de pouvoir enfin décoller et sortir du marasme dans lequel il est plongé depuis très longtemps. Et là, je souhaite tout simplement que les deux entités, l'AES, qu'elles continuent de chevaucher, n'est-ce pas, en tête de course, de cette course pour sortir de cette cage de fer, et que du côté de la CEDEAO, que les gens prennent des responsabilités et comprennent très bien que le monde a changé et nous ne pouvons plus continuer d'être des éternels esclaves des impérialistes anglo-saxons qui ont d'ailleurs perdu, qui sont en train de perdre, n'est-ce pas, la main dans la bataille qui leur oppose avec le nouveau monde multipolaire. Merci à vous. Alors, le fait de collaborer, ou du moins de dialoguer, d'échanger, de maintenir justement ces passerelles de dialogue ouvertes, peut-il, d'une façon ou d'une autre, faire évoluer la position de la CEDEAO vis-à-vis de l'AES? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Adimi. Au départ, les relations étaient très tendues. On se regardait pratiquement en chien de faïence. Plusieurs pays, ou du moins plusieurs dirigeants de la CEDEAO, sont même allés jusqu'à préparer une intervention militaire pour déloger les nouvelles autorités en place du côté du Niger pour installer le président déchu. Les relations sont corsées par la suite. Il y a des sanctions illégitimes, illégales et injustifiées qui ont été prises vis-à-vis justement de ces trois pays. Une fois le retrait acté, on nous parle aujourd'hui de dialogue. Est-ce qu'en allant de cette façon, dialoguer avec
des gens qui hier vous regardaient, ou du moins avec qui vous regardiez en chien de faïence, peut-il d'une façon ou d'une autre faire évoluer la position de certains dirigeants de la CEDEAO aujourd'hui qui restent tout de même, je ne veux pas dire sceptiques, mais qui n'ont toujours pas intégré et que ces trois pays sont passés à autre chose aujourd'hui? Abakar. Monsieur Guinée, au début, les autres dirigeants de la CEDEAO pensaient que les nouveaux dirigeants de l'AES ne pouvaient pas tenir. Ils ont essayé tous les moyens. Les sanctions, ils ont essayé par tous les moyens. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on doit noter, à savoir l'évolution du peuple africain. Le peuple africain est éveillé. Si aujourd'hui nous sommes ici au Cameroun, on se débat sur les questions de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, c'est que les choses ont évolué. Aujourd'hui, les dirigeants de la CEDEAO ne peuvent pas s'enfermer entre eux et dire qu'on ne peut pas dialoguer avec les pays de l'AES. C'est impossible parce qu'il y a une pression à l'intérieur de leur pays aussi. Comme je l'ai dit, il y a des liens entre les Ivoiriens, Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. Il y a des liens forts. Et que les dirigeants eux-mêmes, ils savent que le monde est en train de changer à travers le jeu politique. Quand le doyen parlait des États-Unis et la Russie en Arabie Saoudite, c'est que le monde est en train de changer et évoluer aussi. Et que l'Europe est en faiblesse. L'Europe aujourd'hui est en déclin. On dit que le vieux continent est toujours fort. Mais l'Europe est en train de perdre les pédales. Et pour que les dirigeants se rassurent, il faut quand même ne pas se faire des ennemis de l'autre côté de la Russie. Le Sénégal et le Ghana, pour moi, c'est des modèles de la démocratie en Afrique. Et aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye, il n'a pas pris une position, il est resté au milieu. Tant qu'il y a le dialogue, je suis sûr que le Sénégal fera de tout pour que les choses se passent de la plus bonne des manières. Et de même cas aussi du côté du Ghana, le nouveau président John Mahama, il veut que le dialogue aille lieu. Et aujourd'hui, il reste seulement quelques pays. Ils vont aussi s'adhérer, même s'ils ne vont pas adhérer à l'AES, mais ils vont s'adhérer pour le bien du peuple. C'est impossible de dire que on ne veut pas dialoguer avec le Burkina, le Mali, c'est impossible. Et aujourd'hui, concernant la position de l'AES, la position de l'AES ne va pas changer. L'AES a un objectif et ils veulent atteindre leur souveraineté nationale. L'AES est aujourd'hui en position de force, pas à 100%, mais l'AES est déjà en position de force parce qu'ils ont déjà les bailleurs et ils ont déjà mis tout sur place. Et maintenant, les pays de la CEDEAO seront obligés de travailler avec l'AES. Et l'AES aussi sera obligé de travailler avec la CEDEAO. Et n'oubliez pas, avant le malentendu entre l'AES et la CEDEAO, il y avait ce qu'on appelle libre circulation des biens et des personnes. Et c'est quelque chose qui est très fort. On ne peut pas oublier ça aussi. Maintenant, ce qui est là, il faut que le dialogue aille lieu et on verra la suite. Mais personnellement, je suis optimiste qu'ils vont s'entendre pour le bien de leur peuple. Parce qu'un président ne peut pas décider à seul. Il va avoir l'intérêt de son pays. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire part en guerre avec le Burkina, ils vont perdre. Le Burkina va perdre et la Côte d'Ivoire aussi va perdre. Et je suis sûr qu'ils vont revenir à la raison, même s'ils ne vont pas adhérer à l'AES, mais ils vont travailler main dans la main pour qu'on avance et c'est une bonne chose. Maintenant, l'Afrique a déjà évolué, comme je viens de dire. S'il y a le dialogue entre nous, aujourd'hui on parle de dialogue entre CEDEAO et l'AES, il n'y a pas d'ingérence occidentale ou bien quelconque. C'est une bonne chose, les mentalités ont changé et je suis fier en tant que panafricaniste, c'est une bonne chose. Et quand même, il faut aussi se méfier des pays de la CEDEAO. Il faut se méfier, mais malgré ça, on est obligé de dialoguer. On est obligé de dialoguer en dépit justement de toutes les divergences, en dépit de tous les aléas politiques. Patient Parfum d'Homme, on rappelle qu'il n'est pas question de parler d'un retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO et vice-versa peut-être.
Mais quand on prend de pareilles initiatives, quels sont les enseignements qu'on devrait aujourd'hui tirer? Nous avons désormais une sous-région qui a 2 organisations sous-régionales, AES d'un côté, CEDEAO de l'autre. Revenant justement sur les principaux motifs de séparation avec ces passerelles de dialogue qui restent maintenues. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple de la Russie et des États-Unis. Quels sont aujourd'hui les enseignements qu'il faudrait justement tirer de ce que nous présente à la fois la CEDEAO et l'AES? Mais le premier enseignement que nous pouvons tirer, c'est qu'aucune situation n'est permanente dans le monde. La situation évolue toujours. Et que les moteurs, n'est-ce pas, des changements dans les pays, ce sont les luttes. Les luttes sont le moteur des évolutions des peuples. Je vais faire simple. Si vous restez là, à subir, à regarder la vie comme un théâtre, effectivement, ça risque de prendre très longtemps avant que vos populations se réveillent. Si ces populations prennent conscience du fait qu'ils sont dans un espace qui demande quand même des améliorations sur le plan humain, sur le plan j'allais dire infrastructurel, sur le plan des services, cette population-là va être un peu plus regardante quant à la gestion de leur espace. C'est la question que nous avons posée au tout début, ça fait presque une décennie et demie, quand nous avons lancé par exemple la bataille contre le franc CFA. Parce qu'on a fait une analyse et nous avons abouti à la conclusion que cette monnaie-là ne permet pas à nos économies de pouvoir résoudre les problèmes qui se posent à notre espace. Pourtant, à l'analyse, on voit bien que nous sommes dans des espaces extrêmement riches. Comment peut-on être, ce paradoxe, être aussi riche et ne pas avoir une monnaie qui nous permet un certain décollage économique? Il y a aussi la question de la volonté politique. Mais je vous dis, le monde bouge, c'est-à-dire que c'est ce que j'appelle une tendance d'ordre. L'Afrique ne peut plus rester aujourd'hui dans cet immobilisme-là, c'est impossible. Même la dernière réunion de l'Union africaine, quand vous écoutez très bien, les différentes résolutions qui ont été prises, vous vous rendez bien compte qu'il y a enfin une prise de conscience du fait que même cette Union africaine ne peut plus continuer à rester en l'état. Donc, il faut qu'il y ait des évolutions. Et ces évolutions vont se faire par une espèce de spirale qui est tout simplement l'explication physique d'une contradiction de la contradiction et qui va finir par aboutir à des situations où ce que vous appelez CEDEAO aujourd'hui, qui est à la solde de l'impérialisme, peut-être va être le moteur demain de la marche en avant de notre continent. Nous, les panafricains, de toute façon, qu'est-ce que nous souhaitons? C'est l'unité de notre continent. Et nous estimons que cette unité peut s'opérer étape par étape. C'est pour cela que nous avons espéré, dans un premier temps, d'abord une unité sous-régionale. Malheureusement, avec ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, il y a eu ce split, mais peut-être ce split s'est reculé pour mieux sauter, n'est-ce pas? Et non, nous ne désespérons pas de ce qui va se produire. Ce qui va se produire, certainement, c'est que les Africains veulent vivre mieux. Ils veulent bénéficier au maximum de leurs richesses. Ils veulent domestiquer la science au sens large du terme pour être eux-mêmes les moteurs de leur propre développement. Ils ne veulent plus trop continuer à compter sur ces fables de l'aide internationale, des dons internationaux. Ils se rendent bien compte que le monde dans lequel nous vivons est d'une violence inouïe et où seuls ceux qui seront capables de se prendre en main, eux-mêmes prendre en main leur propre destin, seront capables d'être à l'abri de tout ce que nous voyons. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Qui l'eût cru? Ce qui se passe en Ukraine avec les révélations qui sortent aujourd'hui. Vous voyez des gens venir soi-disant vous aimer, alors qu'au contraire, tous les dons, par exemple, on nous dit que la moitié de ce que les États-Unis ont donné à l'Ukraine comme aide est resté dans les poches des politiciens américains. Entre-temps, qui perd? Ce sont les Ukrainiens qui meurent. C'est la jeunesse ukrainienne qui se fait massacrer. C'est un pays qu'on détruit. Et les autres regardent ça en rigolant,
en se disant nous les avons encore eus. Donc, vous ne pouvez pas ne pas tirer les leçons de ce qui se passe autour de vous, sous le fallacieux prétexte que vous êtes des chouchous, je sais de qui, je ne sais pas. Le monde évolue, nous sommes obligés de nous arrimer à cette évolution. L'Afrique est la dernière frontière de la phase finale de jeu géopolitique international. Il faut que cette Afrique-là arrête d'être à la marge de la géopolitique mondiale, qu'elle redevienne le centre de la géopolitique mondiale. Et pour cela, nous serons obligés de nous donner la main, en termes d'expérience, en termes de volonté, en termes de dynamisme, pour sortir notre pays de cette gadoue-là, et j'allais dire notre continent de cette gadoue-là, aller de l'avant. Et ça, c'est le travail qui incombe à la jeunesse. C'est pour cela que, excusez-moi, je suis obligé de revenir là-dessus. Oui. Je suis outré quand je vois le niveau de certains discours, de certains stars de certaines télévisions aujourd'hui qui enfoncent, n'est-ce pas, leurs opinions publiques dans les questions de tribalisme, etc. etc. Je pense principalement à la sortie de M. Abel Elimbilobe, qualifiant le héros national, le héros du panafricanisme qu'est le camarade Ernest Ouandjé de bandit, de criminel. C'est tout simplement une attaque de la France et de l'Occident contre le nationalisme camerounais et le panafricanisme africain, pour montrer que ceux qui sont nos valeurs, ceux qui sont nos icônes, ceux qui sont nos références n'étaient rien d'autre que de vulgaires petits bandits, de vulgaires petits brigands. Il faut faire très attention à limiter cette attaque-là uniquement à la personne de Ernest Ouandjé, en tentant, n'est-ce pas, de la recouvrir sur le sceau d'un tribalisme éculé qui n'a plus de sens aujourd'hui. J'ai beaucoup vécu avec ses principaux lieutenants, Jacep Mathieu, Makembento Adolphe, Dibombari, comme Elimbilobe. Je peux citer un autre, même le propre père d'Elimbilobe, qui était témoin de Jéhovah, en 70 va retrouver Ouandjé dans les prisons. Donc, ils savent ce qu'ils ont partagé là-bas comme douleur. Donc, je ne peux pas comprendre comment des stars des plateaux peuvent, avec autant de légèreté, se lancer dans l'accompagnement d'un narratif occidental, des non-valeurs au niveau du continent africain et surtout de Cameroun, mon pays. Ne s'imaginons pas les dégâts que cela peut causer au niveau de la construction de notre comment ça s'appelle encore, de notre conscience collective. Je crois qu'au niveau de l'AES, ils ont bien pris conscience du fait que l'AES va évoluer, mais l'AES ne pourra pas évoluer sans avoir des relations j'allais dire conviviales avec les peuples de la CEDEAO. Et la CEDEAO, je pense, au niveau de certaines élites, comprennent très bien qu'il n'y aura pas de développement de la CEDEAO, des pays et des peuples de la CEDEAO, en occultant le fait qu'ils auront la nécessité de continuer à avoir des relations extrêmement imbriquées avec les peuples de la CEDEAO. C'est là, je pense, que notre tour de magie qu'il faudra qu'on opère. On a reculé pour mieux sauter. On a enfin fait comprendre qu'on ne veut plus être l'esclave de qui que ce soit. Aux dirigeants de la CEDEAO de le comprendre, au peuple de la CEDEAO de le comprendre, à ceux de l'AES de pouvoir pardonner pour pouvoir aller de l'avant. Merci à vous, patient Parfendom. Les points 16 et 17 de ce communiqué final publié à l'issue de cette réunion ministérielle tenue les 22 et 23 février stipulent que les ministres ont souligné leur attachement aux valeurs de fraternité, de solidarité, d'amitié et de coopération, particulièrement avec les autres États de l'Afrique de l'Ouest, attachement matérialisé par les mesures prises au fin de faciliter la libre circulation des ressortissants des États membres de la CEDEAO au sein de l'espace AES. Point 16, puisque je commençais par le point 15, concernant le processus de dialogue avec la CEDEAO suite aux échanges de correspondance avec le président de la Commission. Les ministres ont affiné et validé leur approche commune afin de préserver en toutes circonstances l'intérêt supérieur des populations de l'AES et les autres populations de la sous-région liées par des relations séculaires de fraternité
stabilité qui transcende les aléas politiques. Point 17, à cet effet, les ministres ont rappelé leur engagement à entamer les prochains échanges avec la CEDEAO dans l'esprit constructif qui a toujours caractérisé la volonté d'une intégration renforcée avec les États, mais aussi et surtout entre les peuples, conformément à la vision panafricaniste qui anime les 3 chefs d'État de la Confédération de l'AES. Voilà qui nous sert donc de transition pour évoquer cette fois, peut-être avant de sortir, Adimi, quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais ajouter ou bien dire quelque chose. D'après mes analyses, le premier renseignement que l'on devrait faire, c'est lorsqu'on a une cause noble, on doit aller jusqu'au bout, comme l'ont fait les dirigeants de l'AES. Aujourd'hui, ça a porté les fruits quand nous voyons. Et il faut quand même encourager ce genre d'initiatives. Et aujourd'hui, il y a aussi un fait remarquant, c'est le déclin du monde occidental. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, il y a certains pays ou bien certains occidentaux ont demandé même aux dirigeants de la CEDEAO d'intervenir militairement. Mais ça n'a pas eu lieu. Et c'est quand même quelque chose à souligner. Et je dis chapeau aux dirigeants de l'AES. Et aussi, nous espérons que les dirigeants de la CEDEAO reviendront de la plus bonne manière pour négocier avec l'AES pour le bien du peuple africain en général. Merci à vous. Alors, au palais de Koulouba, ce 22 février 2025, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la transition, reçoit son homologue tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, au cœur de ce tête-à-tête. Des grandes questions qui touchent notamment l'avenir des 2 pays. On parle de la quête d'une souveraineté véritable, la lutte contre le néocolonialisme, le développement de véritables capacités endogènes dans les domaines stratégiques et les défis sécuritaires. Que vous inspire justement cette convergence de points de vue sur ces questions bien précises? Que faut-il attendre la création d'une commission mixte de coopération Ouagadougou et N'Djamena? Peut-on élargir justement cette commission mixte à l'Alliance des États du Sahel de façon générale? Avant de revenir sur ces questions, ou du moins sur ces interrogations, je voudrais qu'en son et en image, avec le concours de la réalisation, nous puissions bien sûr suivre l'arrivée à Ouagadougou du président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.
fin de la revue. Nous disons merci à la présidence du FASO pour le résumé donc de l'arrivée à Ouagadougou du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. On revient rapidement sur les points forts évoqués à l'issue, du moins les points forts évoqués lors du tête-à-tête entre les deux chefs d'État, la quête d'une vraie souveraineté, la lutte contre le néocolonialisme, le développement de véritables capacités endogènes dans des domaines stratégiques, ainsi que les défis sécuritaires. Le capitaine Ibrahim Traoré et le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno se sont réjouis de la qualité des relations séculaires d'amitié et de fraternité, voire de coopération qui lient leurs pays respectifs, indique justement le communiqué de presse rendu public à l'issue de cette visite. Ils ont convenu d'accélérer la mise en place de la commission mixte de coopération Ouagadougou-N'Djamena. Le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a invité son homologue à se rendre très prochainement au Tchad. Alors, Adimi, premier commentaire déjà sur cette visite hautement stratégique, visiblement au regard des enjeux, mais surtout des sujets évoqués, celle de votre président, le maréchal Mahamat Idriss Déby du côté du Tchad. Nous étions plutôt partis sur une simple invitation de son homologue à la cérémonie d'ouverture du FESPACO. Là, on évoque plusieurs sujets ressortis justement à l'issue de cet état-tête. Des questions de souveraineté sont revenues sur la table. La lutte contre le néocolonialisme. On a l'impression aujourd'hui que Ouagadougou et N'Djamena sont bien conscients des enjeux que représente leur coopération. Bon, avant tout, je vois la question, faut-il envisager l'adhésion du Tchad à l'AES? Vous voulez déjà anticiper sur ma question, Adimi, oui. Avant peut-être de revenir sur celle posée. Allez-y. Bon, pour moi, je continue avec votre question ou bien... Allez-y, vous avez pris un angle bien précis. C'est vrai que je voulais entrer progressivement pour qu'on réponde justement à cette question, mais allez-y. Bon, pour moi, j'aimerais dire avant tout que le Tchad, qui est mon pays, c'est un pays avant tout souverain. Il peut adhérer à n'importe quelle organisation. Il peut adhérer à l'AES, CEDEAO, n'importe quelle organisation. Mais il ne faut pas oublier aussi que le Tchad fait déjà partie de la CEMAC. Il y a des règles qui nous lient avec la CEMAC. On ne peut pas adhérer à l'AES au lendemain. Mais maintenant, ce qui est là, j'aimerais dire c'est un rapprochement politique et stratégique que le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, veut entamer et aussi envoyer un message fort aux Occidentaux ou bien ceux qui sont contre le Tchad, dire que nous sommes souverains, indépendants,
nous allons collaborer avec n'importe quel pays. C'est un message fort, mais je ne vois pas l'adhésion du Tchad à l'AES pour le moment, parce que le Tchad fait déjà partie d'une organisation qui est la CEMAC. On ne peut pas adhérer à une organisation comme ça. Alors, vous ne voyez pas cette adhésion d'un très bon œil au regard justement du positionnement peut-être géopolitique du Tchad au niveau de la sous-région Afrique centrale. Mais qu'attendez-vous précisément, Youssouf Abakar Hadimi, de cette coopération? On nous a annoncé la création d'une commission mixte de coopération Ouagadougou-N'Djamena. Bon, j'ai préféré ajouter Ouagadougou-N'Djamena puisque nous sommes bien dans le cadre d'une relation de coopération bilatérale. Mais qu'attendez-vous du renforcement de cette relation de coopération entre les deux pays? Bon, avant tout aussi, il faut aussi savoir, certaines personnes sont encore pessimistes au vu du maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, mais il faut... Pessimiste sur quoi précisément? Ils pensent encore que le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno est sous l'égide de la France, mais il se trompe. Pour vous, ce n'est pas le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Il n'est pas contrôlé par des puissances impérialistes. Il n'est pas contrôlé. La décision que le maréchal avait prise, le renvoi ou bien il avait mis fin à la coopération militaire entre le Tchad et la France. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas au début. Et voilà, le maréchal vient de prendre l'acte. Et maintenant, le rapprochement entre le Tchad et le Burkina, ce que j'aimerais dire est que le Burkina est déjà un pays qui a avancé dans sa souveraineté. À vrai dire, à l'époque de Thomas Sankara, le Burkina est déjà avancé depuis longtemps dans la quête de souveraineté. Et maintenant, c'est une occasion aussi pour le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno d'aller s'enquérir comment les choses se passent là-bas. C'est aussi une manière de se rapprocher et de se montrer comme un État souverain. Pour vous, Ouagadougou est une étape déterminante pour le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno engagé justement dans un processus de souveraineté du côté du Tchad? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs fois le premier ministre nigérien, j'ai le nom... Lamine Mamad était à N'Djamena plusieurs fois. Oui. Le Tchad a déjà fait un pas vers la souveraineté en collaborant avec le Niger, maintenant avec le Burkina, demain peut-être avec le Mali. On peut être souverain et être indépendant sans adhérer à l'AES. Parce que renforcer les relations de coopération avec l'AES sans toutefois parler d'une adhésion du Tchad à l'AES. Voilà. Il y a aussi des accords qui ont été signés en 2015 à l'époque du ministre des Affaires étrangères tchadien Moussa Faki Mahamat. Il y avait des accords qui ont été signés sur le plan militaire, sur le plan commercial, et sur plusieurs plans. Le lien qui est entre le Tchad et le Burkina, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. C'est juste réchauffer ou bien reprendre ces relations et renforcer à l'époque où nous parlons de l'évolution de l'Afrique. C'est une très bonne chose. Et je ne sais pas si le doyen peut aussi ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Le doyen prend également la parole à l'instant sur cette relation de coopération renforcée officiellement à Ouagadougou. Le 22 février dernier, patient par Fendom, la quête d'une vraie souveraineté, la lutte contre le néocolonialisme, le développement des véritables capacités endogènes dans les domaines stratégiques des défis sécuritaires. Voilà quelques points évoqués par les deux chefs d'État, Ibrahim Traoré et Mamadi Idriss Déby Itno, qui se sont d'ailleurs réjouis de la qualité de leurs relations séculaires d'amitié et de fraternité, de coopération qui lient entre autres leurs pays respectifs, selon le communiqué de presse rendu public à l'issue de cette tournée. Patient par Fendom, il y a tout de même certains qui se demandent, qui se posent la question, celle de savoir c'est quoi la nécessité de cette rencontre, au-delà justement des aspects bilatéraux relevés dans ce communiqué de presse. Oui, mais il y a aussi la symbolique, c'est-à-dire ces deux jeunes chefs d'État qui se rencontrent. Je crois que le président Mahamat Déby Itno a voulu mettre en avant aussi cette symbolique, cette jeunesse qui peut être considérée comme l'Afrique nouvelle.
Oui. Mais c'est toujours... C'est l'Afrique nouvelle qui se dessine Je me dis, du point de... L'Afrique nouvelle qui se dessine. Je ne peux pas aller très loin dans les analyses parce que il y a quelque chose qui m'a un peu étonné dans cette visite. Tout à l'heure, notre ami vient de nous dire, le Premier ministre nigérien, Lamine Zen, a été en Djamena. Oui. En 2024. En 2024. C'est avec le Niger que le Tchad a une longue frontière quand même, qui part du lac Tchad. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a des défis sécuritaires, de sécurisation de cette frontière qui sont très importants. La logique aurait voulu que la première visite du nouveau maréchal, il y a eu l'ancien maréchal tchadien, dans l'espace AES, se fasse quand même au Niger, avec qui il a des défis sécuritaires communs. Au-delà de l'aspect politique, diplomatique et géopolitique. Donc pour moi... Est-ce que cette question devrait encore se poser aujourd'hui quand nous savons que les 3 pays forment cette confédération, patient par on a l'impression que quand vous êtes au Niger, vous êtes au Burkina, vous êtes au Mali. Non, c'est pas vrai. Non, c'est une façon d'interpréter justement les choses, patient par Il faut aussi noter que sur invitation du président burkinabé, que le maréchal du Tchad, Mamadi Idriss Déby, s'est rendu pour le festival FESPACO et il avait profité pour parler de ça. C'est très bien pour le prétexte, mais on sait très bien que effectivement, en coulisses d'autres choses peuvent se faire et que le prétexte ne soit pas la raison fondamentale. Apparemment, le doyen est encore pessimiste. Non, c'est pas de pessimisme, je me pose des questions. Je me pose des questions à savoir, je pense que la logique aurait voulu que la première visite du président Mohamed Idriss Déby soit plutôt à Niamey. Parce que c'est avec le Niger qu'il y a cette question... On a vu des interactions ces derniers mois. Cette question sécuritaire quand même importante et même des questions économiques. N'oubliez pas qu'à un moment donné, quand il y a eu la brouille avec le Bénin, il était question que le pétrole nigérien transite plutôt par le Tchad pour rejoindre la ligne de vie du pipeline de Bakribi. Donc moi, je pense que objectivement, c'est d'abord au Niger que le président Mohamed Idriss Déby Itno aurait dû payer la première visite à l'AES. Maintenant, je crois qu'il y a l'image. On voit deux jeunes qui sont peut-être l'avenir de l'Afrique, qui représentent l'avenir de l'Afrique. C'est peut-être cette projection-là qu'on a voulu peut-être mettre en avant. Mais maintenant, il faut être prudent et continuer de bien regarder ce qui va se passer. Mais que dites-vous justement de ce point précis qui est relevé sur les points précis sur lesquels les deux chefs d'État sont revenus, la lutte contre le néocolonialisme, la quête d'une vraie souveraineté? Est-ce que ce sont les indicateurs forts aujourd'hui de la direction que le maréchal Mahamat Idriss Déby voudrait donner à sa présidence, patient Parfendon? La quête d'une vraie souveraineté, la lutte contre le néocolonialisme. Il y a une chose, les discours se font, les déclarations se font, mais il y a aussi la réalité des différents États. Tout à l'heure, notre ami nous parlait d'un pays, par Abakar Adimi. Abakar Adimi. J'hésitais, je dis ça viendra. Voilà, quand je veux dire Adimi, j'ai tendance à dire Erdimi, c'est pour ça que vous voyez, je me retiens, mais tout ça, ce sont les noms tchadiens. Quand vous prenez un pays comme le Togo, qui a fait preuve de beaucoup de largesse, d'ouverture, de l'AES, mais quand on regarde ce qui se passe, la vie politique à l'intérieur du Togo, on se pose quand même des problèmes, que ça ne va pas. Donc, une chose, ce sont les déclarations d'intention, ce sont tout ce flonflon qu'on admet bien. Une autre chose, c'est ce qui va réellement se passer en termes de concrétisation de ces bonnes volontés qui ont été exprimées. Et c'est là où nous attendons le maçon au pied du mur. Parce que c'est très important ce qui risque de se passer. Vous ne semblez pas séduit par les annonces, patient parfaitement. Non, l'Afrique nous a habitués à beaucoup d'annonces, souvent sans lendemain. Il faut être pragmatique de plus en plus et il faut être toujours agressif vis-à-vis de nos dirigeants parce que c'est seulement comme ça qu'ils comprendront évidemment que nous attendons beaucoup de leur rencontre, de leur attitude, de leur positionnement, parce que l'Afrique ne peut pas continuer d'attendre indéfiniment que le miracle s'opère. On n'a pas d'éternité avec nous, il faut aller très vite. Donc, si l'image, c'était de voir deux jeunes Africains
qui ont pris les destinées de leur pays, ils sont décidés d'aller dans le sens du panafricanisme dans lequel que nous appelons de tous nos voeux. Oui. C'est une très bonne chose, en espérant que cela, comment dire ça, les fruits seront à la hauteur de, n'est-ce pas, voilà. C'est vrai que vous préférez attendre justement de voir ces résolutions implémentées sur le terrain, patient parfum d'homme, mais une question que tout le monde aujourd'hui se pose, tout à l'heure vous êtes revenu sur la logique qui aurait voulu qu'au regard justement des premiers signaux lancés depuis Niamey, que le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno dépose tout d'abord ses valises du côté du Niger. Ça n'a pas été le cas. Cette fois, c'est du côté du Burkina, du Ouagadougou qu'il est plutôt allé. Mais pour nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent, peut-être plus tard les auditeurs qui auront l'occasion de nous suivre sur nos différentes plateformes, d'aucuns se demandent si le Tchad n'est-il réellement pas en train d'envisager une éventuelle adhésion à l'AES. Votre copanéliste a balayé cela d'un revers de la main tout à l'heure, estimant que compte tenu de sa position au niveau de la CEMAC, ce n'était pas possible. Mais est-ce qu'on pourrait justement nourrir de plus en plus cette hypothèse, patient parfum d'homme? Oui, c'est dans l'ordre possible, parce que le Tchad d'abord est un État sahélien, il ne faut pas qu'on oublie. Il y a une bonne partie du territoire tchadien compris dans le Sahel. Oui. C'est-à-dire géographiquement, c'est possible. C'est possible, ça ne poserait pas un problème que le Tchad rejoigne l'AES. Mais idéologiquement? Non, sur tous les plans. Je crois qu'il n'y a pas de divergence même idéologique là-dessus. Mais cela aura des conséquences, il ne faut pas non plus l'oublier. Est-ce que le Tchad est donc préparé à assumer ces conséquences en rejoignant l'AES? Toute la question se pose à ce niveau. Donc, ça ressemble un peu à la décision du Tchad, je ne sais pas si c'est déjà acté, de ne plus passer par le port de Douala, n'est-ce pas, pour la plupart de ces marchandises, mais plutôt par le port de Bata. Quand on regarde le corridor que doit emprunter les marchandises pour arriver en N'Djamena, on se pose la question si ce n'était pas un coup de bluff. Donc il faut être très prudent. Et quand on prend, je peux développer pour montrer que sur tous les aspects, c'est une très mauvaise décision pour l'instant, mais sans oublier que depuis un certain nombre d'années, il y a des accords qui lient le Tchad et le Cameroun qui font qu'au niveau des droits de douane, c'est pratiquement à taux zéro que les marchandises tchadiennes sont réceptionnées au niveau du port de Douala dans le cadre justement des accords de coopération au sein de la CEMAC. Donc je continue de dire que c'est une très bonne chose. Chaque fois que les chefs d'État africains se rencontrent, ça ne peut qu'être une bonne chose. Il faut que les Africains se parlent, il faut que les Africains coopèrent entre eux, mais en même temps, il ne faut pas brûler trop vite les étapes. Et je crois que la logique formelle aurait voulu que le président Mahamat Idriss Déby Itno aille d'abord à Niamey. N'oubliez pas qu'il y a eu l'une des dernières attaques qui s'est produite au niveau du lac Tchad. Vous vous souvenez? L'opération Ascanit. L'opération Ascanit. Suscité justement, qui a poussé au lancement de cette opération. La menace d'ailleurs de sortie de la force conjointe mixte. Parce que dans cette force conjointe mixte, n'oubliez pas que le Niger y est inclus. Donc je crois que ça aurait été une occasion, n'est-ce pas, bienvenue pour aplanir les divergences, mais surtout renforcer les coopérations économiques et sécuritaires entre les deux pays pour aller à l'AES, pour que les populations tchadiennes aillent au niveau de l'AES. Elles seront d'abord obligées de passer par le Niger. Et je crois qu'on ne peut pas sauter cette étape-là. Voilà. Merci à vous, patient parfum d'homme. Alors, vous nous avez tendu la perche. Abakar Youssouf, parlant justement de cette visite du premier ministre nigérien, ministre d'économie, monsieur Lamine Mahamat Zeine. Que répondre à ceux qui estiment qu'il, peut-être à l'image de patient parfum d'homme, que la logique aurait effectivement voulu que Niamey soit la première étape de cette visite du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno au sein de l'AES. Ça, c'est le premier volet de ma question. En évoquant les sujets de souveraineté ou encore de lutte contre le néocolonialisme, est-ce une façon aujourd'hui pour le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno de nous donner une idée bien précise de la direction qu'il souhaite donner à sa présidence, lui qui a été élu à la tête du Tchad, on le rappelle, au mois de mai 2024? Bon, j'aimerais revenir aussi sur l'accord de Bata. Il ne faut pas penser que le Tchad veut
l'histoire, l'accord avec le Bata. Le Tchad, comme j'avais dit, c'est un pays libre et c'est un pays souverain. Oui. C'est juste une manière que le Tchad veut diversifier son économie. Même avec la Guinée équatoriale, ça peut passer aussi. Quand des États se rencontrent et qui prennent les dispositions, la fois dernière, je n'ai pas eu le temps de lire, mais il y a quand même certains textes qui sont déjà sortis, qui ne sont pas disponibles officiellement, mais qui sont déjà sortis. C'est-à-dire que le gouvernement tchadien et le gouvernement équato-guinéen ont réfléchi avant de prendre cette décision. Nous savons tous que c'est très difficile pour le Tchad d'en passer du port de Douala et de Kribi. C'est très difficile. Mais comme j'avais dit, si nous voulons lutter pour une cause noble, il faut en payer le prix avant d'arriver. Le Tchad et le Cameroun, c'est des pays frères et amis. Ce n'est pas en passant vers la Guinée que les choses ne vont pas évoluer. Il y aura toujours le dialogue entre le Cameroun et le Tchad. Mais pour l'instant, c'est une question entre parenthèses. On ne peut pas parler dessus parce qu'on ne sait pas de quoi s'agit-il réellement. Mais maintenant, à votre question, faut-il envisager l'adhésion du Tchad à l'AES ou bien... Je parlais plutôt des questions de souveraineté et de lutte contre le néocolonialisme. Est-ce une façon pour le président, le maréchal, puisqu'il faut l'appeler ainsi, même si cela n'enlève en rien sa qualité de président, chef de l'État de la République du Tchad, est-ce une façon pour lui de nous donner aujourd'hui des indicateurs forts de l'orientation qu'il souhaite donner à sa présidence quand il nous parle justement de ces sujets évoqués avec le capitaine Ibrahim Traoré, ayant bien sûr en image la dynamique, ou du moins les dynamiques qui sont aujourd'hui impulsées par ces trois pays, Mali, Niger ou encore Burkina Faso. Et la visite du président Mahamat Idriss Déby Itno s'inscrit dans la lutte contre le néocolonialisme, dans la souveraineté. Il y a aussi l'aspect sécuritaire. Oui. Pour moi, ça a été toujours... le Burkina est un pays modèle pour moi parce que je suis un grand fan ou bien idole de Thomas Sankara. Et aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, il est sur le pas de Thomas Sankara. Et si aujourd'hui le maréchal parle de la souveraineté, c'est que le Burkina a quand même quelque chose à nous donner. Et aussi, la lutte contre le néocolonialisme. Aller vers le Burkina et parler fort. C'est-à-dire que c'est un message fort que le maréchal envoie envers les pays occidentaux. Et aussi concernant la visite du Premier ministre, Lamine Mamazen, il était en N'Djamena plus de 2 ou 3 fois après qu'il est devenu Premier ministre. Et aussi le Tchad a envoyé... Même dans sa posture de Premier ministre, il a également été à Et le Tchad a envoyé aussi des émissaires et des conseillers à la défense au Niger. C'est pour vous dire qu'il y a quand même des choses qui se passent dans le couloir. Donc, peut-être on ne devrait pas exiger du maréchal qu'il pose tout d'abord ses valises du côté de Niamey avant tout, pour vous? Pour moi, si aujourd'hui le maréchal part au Burkina, c'est une manière aussi d'envoyer un message fort. Parce qu'aujourd'hui, parmi les dirigeants de l'AES, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est l'homme fort pour moi. Qu'est-ce que vous entendez par, qu'est-ce que vous mettez dans l'homme fort? L'homme fort, parce que lui... Nous savons que le président, le général d'armée Assimi Goïta, c'est le président en exercice actuellement. Vous mettez quoi dans l'homme fort précisément? Quand je dis l'homme fort, c'est pour dire que le capitaine Ibrahim Traoré tient toujours les paroles qui blessent pour les Occidentaux. Pour moi, le président Assimi Goïta, il est un peu calme. Il travaille beaucoup, mais il est calme. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, il est agressif envers les Occidentaux. Il est agressif dans le sens figuré du terme. Peut-être vous parlez d'une diplomatie agressive, je ne sais pas trop. Une diplomatie agressive et aussi d'une souveraineté agressive. C'est pour démontrer aux Occidentaux qu'il est souverain, qu'il est indépendant. Et aussi, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, n'oubliez pas que le Tchad, c'est un pays quand même... En une minute, nous allons sortir de l'émission. Oui, n'oubliez pas que le Tchad, c'est un pays très complexe sur le plan militaire. Vous savez qu'à un moment donné, l'armée tchadienne
on disait que c'est une armée clanique, c'est-à-dire que c'est une armée qui est formée par certains clans. Mais c'est très difficile pour le maréchal de se détacher de ça. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, il veut construire une armée nationale. Et pour construire une armée nationale, il faut aller au Burkina, Mali, Niger. C'est des exemples. Et je suis sûr que dans les jours à venir ou les mois à venir, le maréchal ira soit au Mali, soit au Niger. Oui. Pourquoi pas? Pour sortir des missions, doyen. Mais écoutez, il faut continuer à observer ce qui se passe. Pour l'instant, ce sont les premières attitudes que nous pouvons observer. Il faudra qu'on prenne le temps de bien les analyser et pour ne pas passer à côté de l'analyse. Ça va tout moins se jeter en besogne très rapidement, n'ayant pas tous les éléments d'appréciation à notre lecture. J'aurais aimé, peut-être qu'on fasse un débat avec lui sur la question de caractère opérationnel, du choix de la Guinée équatoriale comme port de réception des marchandises tchadiennes. C'est une décision totalement sur le plan économique erronée et qui va beaucoup plus coûter au Tchad que les difficultés apparentes qu'elle veut bien résoudre. Donc, sur ce qui se passe là, moi je crois que c'est la symbolique de deux jeunes. On voit deux jeunes, on voit l'Afrique de demain, sont-ils déterminés tous les deux au même degré? C'est un autre débat, mais c'est la symbolique que je vois et de renforcement de la coopération entre deux États sahéliens. Il faut avouer que le Tchad est un État quasiment sahélien, même si la partie sud ne revêt pas toutes les caractéristiques du Sahel, mais c'est à peu près cela. Et il faut aussi noter que c'est toujours une très bonne chose qu'il y ait ces échanges, ces coopérations au niveau des dirigeants, parce que c'est comme ça, à force de se parler, à force de s'écouter, de se visiter, de se rendre visite, autant pour moi, que finalement on va finir par construire quelque chose d'homogène qui permettra à nos États vraiment réellement de décoller, parce qu'il y aura de la complicité, il y aura une entente, il y aura une vision commune de la part de nos différents dirigeants et cela impactera forcément sur les attitudes des peuples à aller de l'avant, et c'est ce que nous souhaitons. Pour l'instant, je continue d'observer. Merci à vous, patient parfum d'homme. Abakar Adimi Youssouf, merci également à vous d'être passé par ici. Deux thématiques principales donc au cœur de cette émission du Point sur l'actualité. Nous sommes tout d'abord revenus sur la réunion ministérielle ayant réuni les ministres maliens, nigériens ou encore burkinabés les 22 et 23 février dernier du côté de Bamako, avec le communiqué final d'ailleurs rendu public à cet effet. Et puis nous sommes revenus sur la visite d'amitié, de fraternité du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno au Tchad, avec ce tête-à-tête avec son homologue, au Burkina Faso, avec ce tête-à-tête avec son homologue burkinabé, chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré. Merci à vous, messieurs, merci à nos nombreux téléspectateurs, merci à la grande équipe de la réalisation. Portez-vous bien.